retardataires nous rejoindront. J'ai désactivé la salle d'attente. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment une discussion qui a été organisée au pied levé, mais plus qu'au pied levé, sur le blocage de TikTok, ou plutôt les blocages de TikTok en Nouvelle-Calédonie, excusez-moi, et ailleurs. C'est une discussion qui a été organisée dans le prolongement de débats assez animés entre les juristes, des géopolitistes, des spécialistes de sciences de la communication ces derniers jours. Si vous êtes présents et présentes parmi nous, vous connaissez les faits dans les grandes lignes. TikTok a été bloqué sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'initiative du gouvernement français sur sur un fondement dont on discutera, une succession de fondements tout à fait discutés, disputés et discutables. Donc c'est une discussion qui est organisée aujourd'hui dans le cadre du programme Gouvernance et régulation des réseaux sociaux de l'Université de Brest. Je remercie Ruben Garcia Higuera qui m'a aidé à organiser dans des délais extrêmement contraints ce débat. Et l'idée aujourd'hui, c'est à la fois d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le cadre de ce blocage, spécifiquement, avec différentes personnes, différents spécialistes qui ont des points de vue disciplinaires, praticiens, universitaires très diversifiés. J'espère que ça nous permettra de couvrir un peu différents enjeux. Et aussi d'aller au-delà de ce qui s'est passé dans le cadre néo-calédonien, d'essayer de s'interroger sur ce que disent ces manœuvres de blocage de l'état des démocraties, de la perception qu'ont les gouvernants de la liberté d'expression en ligne, et puis peut-être surtout d'essayer de comprendre pourquoi TikTok en particulier, pourquoi TikTok et pas les autres, comment justifier le fait de bloquer TikTok de façon ponctuelle ou plus généralement de bloquer les réseaux sociaux en période de peur. Et évidemment, on va s'appuyer sur l'ordonnance qui a été diffusée, publiée hier, l'ordonnance du Conseil d'État, qui a déjà suscité un certain nombre de critiques. Et donc, voilà, j'espère que nous aurons l'occasion, même si la décision, cette ordonnance a été diffusée très récemment, de faire quelques remarques dessus, étant entendu qu'on aura sans doute besoin d'un peu plus de temps pour l'analyser à tête reposée. Alors, pour cette discussion, j'ai la chance d'avoir à mes côtés plusieurs spécialistes. Nous avons donc Maître Alexandre Archambault, qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du numérique, et qui a été très actif ces derniers jours pour commenter les différents rebondissements de cette affaire. Merci beaucoup, Maître. Je tiens à préciser que Maître Archambault doit malheureusement nous quitter à 11h30. Donc, si vous avez des remarques ou des questions qui lui sont spécifiquement adressées, manifestez-vous avant 11h30. Ensuite, Stefania Di Stefano, qui est doctorante en droit international à la Geneva Graduate Institute, qui est également chargée de projet donc, dans un centre spécialisé en droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire, qui a une expérience onusienne et qui s'intéresse depuis des années à ces démarches de blocage des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Stefania a publié il y a quelques jours une tribune dans Le Monde sur ce blocage en particulier, mais elle avait écrit aussi l'an dernier à l'occasion des déclarations relatives à un blocage de certains réseaux sociaux, des déclarations qui ont été faites par le gouvernement. Nous avons également Giuliano Setti, qui est chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et GEOD, géopolitique de la datasphère, qui a notamment été auditionné il y a quelques mois, voire c'était plutôt l'an dernier, il me semble, sur TikTok, qui a donc déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce point-là. Et enfin, Pauline Trouillard, docteur en droit de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, spécialiste du droit des médias, chercheuse en droit des médias à l'Université de Rennes, et qui est également membre associé du Yale Information Society Project et qui s'intéresse particulièrement aux enjeux de premier amendement et de restriction au discours, et qui nous apportera au cours de la discussion à la fois son expertise en droit des médias, notamment sous l'enjeu du pluralisme, mais aussi peut-être une perspective comparée, parce qu'évidemment, on va essayer de mettre tout ceci en perspective avec ce qui s'est passé aux États-Unis au cours des dernières semaines. Nous allons y revenir. Mais on va commencer par l'actualité immédiate, et je vais peut-être pour cela me tourner vers Maître Archambault, à savoir le blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie. Alors, un blocage qui s'est fait dans des conditions assez opaques. Certaines associations auraient dit même occultes, pour citer leur requête. Donc, la décision a été communiquée par voie de presse, elle n'a pas été formalisée. Elle a visé TikTok spécifiquement dans le cadre des émeutes et des violences qui affectent actuellement le territoire. Elle a été évidemment très critiquée par les associations de protection des libertés numériques.
elle a été attaquée. Il y a un référé qui a été déposé. La décision, l'ordonnance du Conseil d'État a été publiée hier. Et sans spoiler quoi que ce soit, parce que je pense que tout le monde depuis lors a eu le temps de lire cette ordonnance, le Conseil d'État a décidé de ne pas remettre en cause la décision de bloquer TikTok. Donc pour l'heure, TikTok est toujours bloqué en Nouvelle-Calédonie. Alors, Maître Archambault, Alexandre, si vous me permettez, est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur ces différents rebondissements et notamment sur le fait que l'État se soit appuyé à la fois sur sur des fondements très variés et puis sur peut-être la manière dont l'État a justifié le choix de bloquer TikTok sur le territoire néo-calédonien. Et ensuite, peut-être que je passerai la parole à Stéphania pour qu'elle nous explique un peu comment elle a appréhendé, elle, cette question du point de vue du droit international des droits humains. Ah, votre micro est pas activé. Est-ce que c'est moi qui l'ai désactivé ou... Hop. Voilà. Voilà. Ça y est, j'étais bloqué. Oh. Voilà, je suis Oui, comme le mais gouvernement français, je bloque la voisine. merci, merci Valère hein, pour déjà vraiment pour cette organisation parce que je pense qu'effectivement il y a matière à ce qu'on puisse échanger et confronter parce que et surtout sous l'angle du droit et de la raison et surtout pas sous l'émotion euh, parce que justement lorsqu'on commence à aller dans l'émotion c'est le meilleur chemin pour aller vers l'arbitraire. Alors déjà plutôt une bonne chose la décision d'hier tord le coup définitivement à ce qu'on entend encore malheureusement après chaque déclaration chez de nombreux décideurs publics. Non, il n'y a pas de vide juridique sur Internet. Il est tout à fait possible d'agir. Alors, on verra qu'effectivement, les modalités d'action restent discutables, mais il est tout à fait possible d'agir lorsqu'on est confronté à des contenus illicites. J'insiste bien sur illicite, hein, je n'ai pas dit manifestement illicite. Voilà, il est possible d'agir. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin nécessairement d'une nouvelle loi qui viendrait encore complexifier déjà un édifice quand même qui est particulièrement complexe. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, moi, à titre personnel, je trouve que c'est quand même une occasion manquée. C'est vrai que c'est quand même, comme ça a été soulevé, c'est une première dans une démocratie occidentale qu'on ait un outil du quotidien de nos nombreux concitoyens, notamment de notre jeunesse, qui se retrouve bloqué administrativement. Alors, le blocage administratif, c'est pas nouveau. Hein, on l'a vu sous la période de crise sanitaire. Effectivement, en circonstances exceptionnelles, l'administration peut bloquer des acteurs économiques. Ça a été le cas pour des centres commerciaux, commerce, etc. Euh, Moi, de mon point de vue aussi, oui, ça reste effectivement une déception parce que, comme ça a été très bien souligné, euh, cette décision qui est une première en démocratie occidentale, la théorie des circonstances exceptionnelles n'autorise pas tout. Oui, on peut agir dans l'urgence, mais l'état de droit n'est jamais un frein à l'action. Au contraire, le respect de la procédure, encore une nouvelle fois, j'insiste vraiment, c'est ce qui nous protège de l'arbitraire et d'autres démocraties un peu plus matures, même si on peut critiquer les outils, mais ont un formalisme un peu plus carré. Regardez ce qui se passe outre-Atlantique, on peut tout à fait critiquer les finalités, mais au moins les choses sont plutôt claires, on a des dossiers un peu plus carrés lorsqu'il faut quand même agir. Moi, ce qui m'embête aussi un petit peu, mais en même temps aussi, la procédure de référé au niveau du Conseil d'État, c'est une procédure, on ne discute pas du sexe des anges. Et c'est un peu l'erreur d'analyse que font de nombreux observateurs. C'est le Conseil d'État, dans le cadre, enfin, le juge des référés, dans le cadre de cette procédure, ne va pas sur le fond du sujet. Et donc, du coup, les chances de succès sont extrêmement fines parce que, justement, à plus forte raison, lorsqu'on est en circonstances exceptionnelles, je suis d'accord en tant que juriste, ça peut choquer par rapport à ce qu'on regarde dans d'autres systèmes un peu plus matures, mais on a un inversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire que le gouvernement est présumé dans son bon droit, surtout quand les faits parlent pour lui. Euh, et donc, du coup, c'est au requérant d'établir les deux conditions nécessaires et cumulatives. Oui, il faut qu'il y ait une atteinte grave à une liberté fondamentale, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire des grands moulinets avec les bras pour impressionner avec le juge. Il faut aussi également démontrer l'urgence. Or, dans ce type de procédure, l'urgence s'apprécie non pas en fonction des grands intérêts que vous avancez, mais à hauteur des intérêts des requérants. Et là-dessus, et c'est là aussi, effectivement, en tant que juriste, moi, ça m'embête un petit peu, c'est que le gouvernement a joué sur du velours parce que dans le cadre d'une procédure normale,
il faut quand même avoir des décisions publiées, motivées. Enfin voilà, là, pendant de nombreux jours, on a quand même navigué dans le flou. Il a fallu prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est-à-dire que le gouvernement a dû attendre d'avoir quels étaient les moyens invoqués pour les requérir. On dit, ah ben non, c'est pas l'état d'urgence, parce que si c'était l'état d'urgence, ça a été décrété le 15, alors que la décision de blocage a été mise en œuvre le 14. C'est les circonstances exceptionnelles. Ah, zut. Euh, et après, à jouer sur deux velots pour dire oui, effectivement, il y a une atteinte à une liberté, à plusieurs libertés, hein, la liberté d'information et d'expression. Mais regardez, somme toute, c'est un petit coup de canif parce que je n'ai bloqué, je fais que du ciblé, ça va être du temporaire. Et puis, ça se saurait s'il y avait que TikTok dans la vie pour s'informer et s'exprimer. Avec un angle macro, je suis d'accord que ces moyens peuvent être éminemment critiquables, mais sur le terrain vraiment spécifique de cette procédure qui est vraiment très particulière, je ne peux pas trop y trouver à y revenir. Enfin, en tout cas, c'est vraiment logique au regard de la pratique de cette maison sur les procédures d'urgence. On a pu voir que aussi bien que sur l'état d'urgence sécuritaire que sanitaire, les premières décisions étaient quand même de nature très, on va dire, conciliante avec le pouvoir administratif, reconnaissant qu'il fallait effectivement agir dans l'urgence et que bon, si c'était effectivement à gagner dans la durée, ça serait bien quand même que les prochaines soient un peu mieux formalisées. Voilà. Merci beaucoup, Maître, pour cette première réaction. Stéphania, la perspective droit international, liberté d'expression, droits de l'homme, et puis ensuite on va sans doute revenir sur, un peu plus en détail sur cette ordonnance du Conseil d'État. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter, mais effectivement, sous l'angle de droit international des droits humains, la décision est assez floue, elle opère dans un cadre assez flou. Comme je l'avais déjà rappelé, le test auquel les décisions gouvernementales doivent être soumises pour évaluer si la décision, si l'initiative, l'action étatique respecte les droits humains et un test en trois parties. Donc, il y a la première partie selon laquelle la restriction doit être fixée par la loi. Et là, il n'est pas clair sur quelle loi cette décision est basée. Initialement, ils avaient basé cela sur la loi de 1955, l'état d'urgence, et qui permet de restreindre des contenus de nature terroriste ou qui en font de l'apologie. Et là encore, est-ce qu'on peut définir ces contenus comme des contenus qui font l'apologie du terrorisme, qui sont des contenus terroristes, surtout qu'il a été rappelé à plusieurs reprises que il n'y a pas une définition internationalement reconnue du terrorisme, et donc ça devient une sorte boîte dans laquelle on peut insérer un peu plusieurs comportements qui ne relèvent absolument pas du terrorisme. J'avais rappelé dans ma tribune que, par exemple, la Russie a inséré la communauté LGBT dans la liste des terroristes. Donc voilà, ça reste un concept assez flou. Après, la restriction doit poursuivre un intérêt légitime. Donc dans ce cas-là, l'intérêt légitime poursuit par le gouvernement, ce serait la protection de l'ordre public. Mais la restriction doit être aussi nécessaire et proportionnée. Et c'est sur ce point-là qu'effectivement, donc, on a une question de légalité qui n'est pas particulièrement claire dans ce cas-là, et aussi une question de nécessité et proportionnalité, parce que justement, si les autres plateformes restent disponibles et que la coupure est due au fait qu'il faut éviter la communication entre les émetteurs pour maintenir l'ordre public, je ne vois pas quelle serait la nécessité et la proportionnalité de restreindre que TikTok, alors que la communication reste possible sur toutes les autres plateformes. Donc, en droit international, c'est une mesure qui n'est pas, c'est une mesure qui n'est pas en ligne avec les obligations de la France en droit international. Oui, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. C'est vrai que c'est ce qui interpelle dans l'ordonnance, et notamment dans le paragraphe 9, hein, moi qui m'a donné, comme je disais à des collègues tout à l'heure, qui m'a donné un peu la migraine, c'est que finalement,
je suis internationaliste, donc c'est vrai que j'ai un angle de vue qui est sans doute très différent des collègues administrativistes auxquels je vais donner d'ailleurs la parole dans quelques instants. Mais ce qui interpelle, c'est le choix de bloquer TikTok en particulier, de ne pas bloquer d'autres réseaux sociaux qui sont a priori tout aussi mobilisés par la population, voire plus mobilisés par certaines franges de la population que TikTok, de justifier finalement la validité de la mesure, en tout cas l'absence d'urgence en l'occurrence, par le fait que d'autres réseaux sociaux restent accessibles, ce qui veut dire que finalement c'est pas si gênant que ça de bloquer TikTok. Vous pouvez communiquer par d'autres biais, mais en même temps de finalement valider de façon implicite l'idée qu'il fallait bloquer TikTok en particulier, que ce n'est donc pas si gênant que ça. Mais en même temps, c'est une plateforme qui est centrale dans la communication des émeutiers. Et donc, c'est ça qui m'interpelle un peu dans cette ordonnance, et puis plus généralement dans la posture du gouvernement français, c'est cette idée selon laquelle il fallait bloquer TikTok pour indiquer les émeutes, mais en même temps, l'atteinte portée ne serait pas disproportionnée parce que d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes de communication en ligne, et puis le téléphone, la presse traditionnelle, restent accessibles. Et donc, voilà, c'est peut-être ça, je pense, un peu le fil conducteur plutôt le fil directeur de notre discussion, c'est un peu cette spécificité de TikTok. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans quelques instants, mais je voudrais juste passer la parole un petit instant à mon collègue administrativiste, Michael Laven, de l'Université de Brest, qui voulait juste je crois dire du mal peut-être du Conseil d'État, euh, donc Michael Lavelle qui est maître de conférence donc à l'université de Bretagne occidentale et accessoirement notre doyen. Michael, est-ce que tu veux juste prendre 2-3 minutes pour alors je sais pas s'il y a des conseillers d'État dans la salle, mais juste partager ton analyse brièvement sur ce point-là avant qu'on reprenne le fil de la discussion. Normalement, tu peux activer ton micro. Ah oui, c'est bon. Ok, très bien, merci. Alors, dire du mal du Conseil d'État, je ne sais pas, mais bien, On peut toujours critiquer la méthode. Voilà, ça c'est plus facile. en fait, plusieurs points un peu à la volée. Alors, sur l'originalité, le vide juridique. Enfin, de toute façon, un point qui me paraît important de rappeler sur la théorie des circonstances exceptionnelles, c'est que la théorie des circonstances exceptionnelles, elle a été élaborée au moment de la Première Guerre mondiale pour valider, pour rendre légal ce qui ne l'était pas. Juste, je le rappelle très vite, la Première Guerre mondiale a été conduite sur la base d'une loi de 1878 sur l'état de siège, et en réalité, les mesures qui ont été prises n'ont pas respecté cette loi sur l'état de siège, et quand il a fallu porter devant les contentieux, le gouvernement lui-même a demandé en fonction consultative comment on pouvait faire. En fonction consultative, le Conseil d'État a dit théorie des circonstances exceptionnelles, et quand ça s'est retrouvé en contentieux, le Conseil d'État a dit théorie des circonstances exceptionnelles, tout ceci est légal. Donc bon, sur la logique de la théorie des circonstances exceptionnelles, je tiens à rappeler qu'il s'agit de légaliser ce qui ne l'est pas. Deuxième chose, sur la question de l'urgence, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par Maître Archambault sur le fait qu'il s'agit d'une procédure spécifique, référé liberté, dont dans laquelle la notion d'urgence est d'ailleurs différente de la notion d'urgence en référé suspension. Exactement. Et un point, c'est que la notion d'urgence dans ce référé est appréciée au regard des intérêts en jeu, de l'intérêt public défendu, etc. Donc c'est vraiment une appréciation qui est évidemment subjective, qui va au fond en réalité. C'est-à-dire que théoriquement, c'est une condition de recevabilité, mais en réalité, enfin c'est une condition, pardon, mais ça va au fond. Alors finalement, alors je suis passé par plein d'étapes à la lecture, je vais essayer d'être rapide. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur les contradictions dans ce fameux point 9. C'est-à-dire que, euh, évidemment, enfin, on voit bien toutes les contradictions logiques, etc. Et on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est des espèces d'arguments et de contre-arguments. Et je me suis fait la réflexion, au fond, que le Conseil d'État se retrouve dans une situation devant le fait accompli. Et vous savez, c'est comme au moment des attentats, etc. C'est-à-dire que s'il décide différemment et qu'il y a des problèmes, on pourra dire bah, c'est de la faute du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité complexe pour les juridictions sur ce genre de décision et finalement, il rationalise par de l'argumentation contradictoire finalement une position de crainte. Et ça m'a ramené, alors j'y ai pensé ce matin, c'est qu'avant, ce type d'acte aurait été qualifié d'acte de gouvernement. Et il aurait été qualifié d'acte de gouvernement vraiment avant la Ve République, avec l'idée que le juge disait, bon, ça c'est politique, ok,
c'est pas du Puis en juriste, plus, puis en c'est plus, du c'est la politique, Nouvelle-Calédonie. c'est vraiment du politique. Ceux qui doivent contrôler ça, c'est les parlementaires, c'est pas les juges. Et je trouve que il y a aussi cet angle, c'est-à-dire que vraiment sur les contradictions de la décision, on pourrait en faire des tonnes, etc. Mais en réalité, on fait semblant de rentrer dans l'argumentation juridique, alors qu'en fait, c'est une décision politique. Mm. Et que certes, le juge a son mot à dire, mais je crois que se pose la question du contrôle parlementaire de l'exécutif dans une décision de ce type. Et le fait de focaliser sur cette décision, ce qui est important, il ne faut pas faire oublier que cette décision est politique et devrait aussi être traitée comme telle. C'est un petit peu, moi, le sens de mes observations. Donc, je pourrais dire du mal sur l'argumentation, mais à la décharge, il y a aussi d'autres institutions. Eh ben, justement, tu m'offres une transition parfaite sur cette dimension politique. C'est un peu la question qui suit, parce que comme on disait tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de recul pour analyser cette ordonnance, mais il y a quand même un enjeu, et là je pense donner la parole à la fois à Julien Nossetti et puis à Maître Alexandre Archimbaud, à savoir TikTok, les spécificités de TikTok, à la fois dans le discours du gouvernement, dans le discours plus général des institutions. Ça fait une semaine qu'on se retrouve dans une situation un peu d'injonction contradictoire. Même la Ligue des droits de l'homme et la Quadrature du Net nous disent très clairement, attention, il ne s'agit pas de prendre la défense de TikTok, nous considérons qu'il s'agit d'une plateforme toxique, mais quand même c'est un canal de communication crucial pour les débats publics et particulièrement pour les jeunes. Et donc, j'aimerais bien avoir vos points de vue qui vont être évidemment très différents en tant que politiste et juriste praticien. Est-ce qu'on peut distinguer dans ce discours politique, institutionnel, et puis peut-être aussi dans celui du Conseil d'État, une spécificité de TikTok qui justifierait de prendre des mesures de restriction à l'égard de la plateforme et pas à l'égard d'autres? Peut-être Julien d'abord, et puis ensuite Alexandre. Avait déjà été à l'origine de la commission d'enquête du Sénat que tu évoquais au tout début de ton propos. Il s'agit de savoir si effectivement les débats qu'on peut avoir au sujet de TikTok en particulier euh, sont pertinents au regard d'un contexte politique qui est évolutif, fragmenté, avec quantité d'adjectifs qui servent à décrire en fait le contexte, enfin, l'empreinte en particulier de la rivalité sino-américaine et qui au fond depuis le mandat de Trump aux États-Unis, depuis 2016-2017, euh, au fond, arsenalise, comme on dit, les principales plateformes technologiques, en fait, au profit de l'une et l'autre partie, à la fois Washington et Pékin. Et c'est vrai que nous, vu d'Europe, on est un peu pris en étau dans ce jeu très complexe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que certaines dispositions législatives, des débats qui parfois sont très animés vis-à-vis de telles plateformes, et TikTok en particulier le montre bien, sont difficilement détachables de ce contexte politique et même juridique. Donc c'est là, en fait, là où l'action des décideurs, elle est sur l'idée faite, elle est très complexe. Et c'est vrai que moi, j'aime bien restituer en fait l'enjeu dans finalement les discours qu'on peut avoir, qu'on peut porter sur on va dire sur la liberté Internet au sens large, sur les circulations des données, d'informations, et ce qui est déjà pointé du doigt à la fois par la Chine et puis constellation de partenaires et d'alliés de Pékin, pointe en fait cette tendance à avoir des doubles standards quand il s'agit de défendre la liberté numérique et tout en même temps, en fait, on prend des dispositions très largement contraires à cette tradition politique. Donc c'est ici, en fait, encore une fois, il y a une collision qui est quand même assez difficile à effectivement, enfin, ça nous met dans une situation de malaise parce qu'on voit assez mal comment surmonter ce poids de la rivalité sino-américaine et puis les réactions de nos leaders qui effectivement, vous l'avez tous dit, sont assez éruptives. Et là, quand on cherche à revoir finalement les spécificités de TikTok par rapport à ces décisions à la fois américaines, indiennes également et françaises, il faut bien voir ici que, au fond, TikTok, ça a été le premier média social aux États-Unis qui a su avoir très rapidement une audience assez phénoménale. Aujourd'hui, c'est quasiment, je n'ai pas les chiffres tout récents, mais c'est quasiment 2 milliards d'utilisateurs actifs.
Donc c'est quand même assez impressionnant, sans jugement de valeur de ma part, ni positif ni négatif, mais ça montre bien que voilà, vous avez aussi une grande habileté de TikTok à avoir conçu un algorithme de recommandation extrêmement puissant et qui suscite une forme d'addiction. Et c'est aussi peut-être ça qui est pointé du doigt à travers les différents textes qui ont été publiés, même si évidemment c'est pas dit tel quel. Mais les débats mettent souvent en avant effectivement ce potentiel d'addiction qui, pour le relier encore une fois à des enjeux géopolitiques, se ferait au profit des différents récits poussés par le parti-État chinois. Bon. Mais encore une fois, c'est ce qui ressortait, et je finis avec ça, c'est ce qui ressortait dans les débats sénatoriaux l'année dernière, c'est-à-dire qu'on reste avant tout dans des débats qui resteront assez spéculatifs, c'est-à-dire qu'on manque quand même d'appui scientifique, de preuves formelles, d'interférences, de stratégies au long cours, même si on peut émettre évidemment des hypothèses qui pourront paraître tout à fait crédibles, mais on n'a pas d'éléments vraiment tangibles, et c'est là évidemment où les juristes ont aussi un rôle à jouer. Donc, j'ai bien conscience que c'est un juriste. Alors, Julien, ton micro est en train de mourir progressivement. On t'entendait mieux, mais le son se robotise. Je sais pas, peut-être repasser passer à un autre outil. Alors, je peux prendre le relais alors. Mais je vais en profiter Voilà. pour passer le relais à Alexandre. Alors peut-être en ajoutant un point en ajoutant un point de précision dans ma question, il y a aussi eu des allégations d'ingérence, voilà, pour rebondir sur une question qui a été posée dans le chat, l'hypothèse d'une ingérence d'opérations informationnelles venant d'entités hostiles. Alors, pour une fois, ce n'est pas la Chine qui est spécifiquement visée, mais c'est plutôt l'Azerbaïdjan, sur la base d'un rapport émanant de Viginum, mais qui en réalité nous indique que ces opérations de l'Azerbaïdjan, ou en tout cas émanant de Sont sur d'autres l'Azerbaïdjan, plateformes. sont sur d'autres plateformes. Donc voilà, on voit la spécificité, on voit le narratif de l'opération informationnelle, mais finalement ce narratif se retourne contre la posture du gouvernement. Donc voilà, peut-être pour préciser ce point-là, mais je vous donne quand même la parole. Et puis peut-être que alors, Julien pourra parler ensuite. je rejoins ce qui a été dit d'un point de vue macro. Effectivement, faut pas perdre de vue que il y a une bataille qui est enclenchée, qui est la seconde bataille de maîtrise du Pacifique, et dans laquelle la France, nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale. Et on a quand même quelques petits intérêts là-bas et qui peuvent servir à d'autres personnes. Donc oui, d'un point de vue macro, effectivement, le sujet est ce qui est le plus pertinent. Simplement, c'est que rapporté à la situation d'espèce en Nouvelle-Calédonie, ça serait peut-être bien qu'on évite de tout mélanger. Alors, identifier les risques, c'est bien, mais pour l'instant, quand on regarde, notamment sur l'invitation du juge des référés du Conseil d'État qui a dit à l'État, bah, écoutez, ce serait bien que vous fournissiez quelques petits éléments. Les petits éléments qui ont été fournis, effectivement, montraient que c'était des contenus qui sont susceptibles d'être illicites, mais pour autant, on va quand même se lever de très bonne heure pour les raccorder, en tout cas avec certitude, sur les risques qui existent, hein, qui sont avérés et qui ont été documentés. Regardez la note de Viginum, mais qui justement traite d'autres plateformes. Moi, de mon côté, enfin voilà, TikTok, oui, c'est un peu le bouc émissaire idéal dans cette histoire. De tout temps, les méchants ont utilisé des réseaux de communication. Voilà, ça c'est un fait. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour se coordonner et faire des activités insurrectionnelles. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que en 84, il n'y avait pas TikTok. Ça n'a pas empêché de la Nouvelle-Calédonie d'être fait à son. Et on aura beau supprimer l'accès, en tout cas à la masse à TikTok, on voit que les barrages continuent, sont toujours là. Donc, une nouvelle fois, ben voilà, on est encore, et comme ça a été très bien dit par votre doyen, on tord un petit peu le droit pour essayer de faire rentrer tout ça, les circonstances. Oui, les circonstances exceptionnelles, c'était quand même pendant la Première Guerre mondiale. Entre-temps, on a quand même fait de très gros progrès en matière d'état de droit. Et ça illustre encore une nouvelle fois ce que on est nombreux à appeler l'effet cliquet, c'est-à-dire l'accoutumance du pouvoir exécutif à utiliser des outils d'exception pour parvenir au nom d'efficacité.
Or, le respect de l'état de droit n'a nullement été un frein à l'efficacité. Moi, j'ai un souvenir d'un ministre de l'Intérieur qui était quand même pas un dangereux gauchiste, qui voulait faire bloquer des contenus pas bien, qui aurait très bien pu utiliser les disponibilités du blocage administratif, mais qui a préféré, au nom du respect de l'état de droit, aller saisir le juge sur la base de l'article 618 LCEN et qui a obtenu une décision de blocage de sites entiers. Mais dans le cadre d'un débat contradictoire sur la base d'éléments motivés, librement discutés entre les parties. On n'a rien de tout ça dans le cadre de la procédure. Et c'est pour ça que, au-delà de l'aspect TikTok, voilà, c'est vraiment quand on parle de risque de créer un précédent, enfin en tout cas en circonstances exceptionnelles, parce que je serais beaucoup plus réservé, et ça encore une nouvelle fois, c'est l'apport du droit européen sur la transposition, en tout cas à l'échelle de la métropole. Je connais au moins un acteur qui ne se laissera pas faire et qui donc dira, écoutez, effectivement, ça serait quand même bien qu'on ait des décisions un peu plus formalisées, qui soient motivées, qu'on puisse en discuter, qu'il y ait des échanges un petit peu préalables. Et si jamais on n'est pas d'accord, on va voir le juge avant, pas après. Euh, et puis parce que justement, on a le cadre européen, je pense que les autres panélistes reviendront là-dessus, mais le cadre européen n'interdit nullement le fait pour un opérateur de bloquer des contenus ou des plateformes. C'est prévu par le règlement Internet ouvert, qui est un règlement, donc qui est un texte qui s'applique d'autorité dans tout le territoire de l'Union et qui prime sur toute considération nationale. On a pu voir que par le passé, les États pouvaient dire oui, mais non, ma spécificité, enfin, voilà, mon identité constitutionnelle, c'est la lutte contre les méchants très méchants. Donc, effectivement, il faut que je fasse à ma façon. Et le juge européen dit non, mais la lutte contre les méchants très méchants, je ne vais pas vous y empêcher. Simplement, c'est que ça doit se faire en respectant les grands principes du droit de l'Union, que sont des décisions librement discutées, motivées, proportionnées. Enfin voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, pour l'instant, enfin, voilà, le règlement Internet dit oui, effectivement, un FAI peut bloquer une plateforme, y compris sur demande de l'autorité publique, à partir du moment où c'est prévu par la loi. L'article D98.7 du Code des postes et communications électroniques fournit le véhicule pour cela. Et la plupart, en tout cas, les grands opérateurs en métropole ont des obligations un petit peu particulières en termes de concours à la sécurité publique. Et vous avez aussi également le DSA, qui, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise, alors même si pour l'instant en temps de crise on est encore, mais on commence à avoir des trucs, prévoit la possibilité de bloquer et d'interdire. Simplement, c'est que une nouvelle fois, c'est en respectant le droit de l'Union, c'est-à-dire qu'on y va de façon graduée, proportionnée, motivée, et pas en cow-boy en disant faites-moi confiance, je vous dis qu'il y a des choses pas bien, donc il faut couper. C'est un petit peu, je schématise volontairement, je grossis volontairement le trait, mais c'est un peu ce qu'on a eu ces derniers jours. Alors oui, les circonstances en Nouvelle-Calédonie sont particulières, mais pour autant, la question s'était d'ailleurs posée l'été dernier lorsqu'il y a eu les émeutes en métropole, et la commission avait dit, je comprends le truc, mais je suis non, faut quand même qu'on en discute un petit peu au préalable. Et pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que faut qu'on sorte. Enfin, nous sommes maintenant au XXIe siècle, on peut plus se satisfaire de méthodes de pratiques administratives qui datent du début du XXe et qui ont donné les circonstances exceptionnelles. Alors, merci beaucoup. Justement, on va y revenir à cette déclaration qui a été formulée durant l'été 2023. Et justement, je redonnerai la parole à Stéphania parce qu'elle s'était déjà penchée sur ces éléments-là. Mais ce que je relève d'intéressant, et on n'a pas eu l'occasion de l'aborder, c'est justement cette articulation entre le droit européen et le droit français, la question du règlement sur le service numérique, donc le DSA, qui permet effectivement, dans certains cadres dans un cadre extrêmement strict, notamment par rapport aux droits fondamentaux, de restreindre l'accès à certaines plateformes, mais bon, effectivement, cette possibilité est encadrée. La question du champ d'application géographique s'est posée par rapport à la Nouvelle-Calédonie. La question a été traitée. Et puis, ce qui interpelle aussi, c'est l'absence, en tout cas alléguée par TikTok, de coopération entre le gouvernement et TikTok. Donc TikTok dit de ne pas avoir été sollicité. Le gouvernement expliquait que ça aurait neutralisé l'efficacité de la mesure si TikTok avait été sollicité. Ce qui est d'autant plus paradoxal que dans un rapport sénatorial
qui avait été publié et que je pense que plusieurs d'entre nous avons consulté sur les émeutes de 2023. Le rôle central des réseaux sociaux dans les violences avait été souligné, mais avait également été souligné la nécessité, dans ce type de circonstances, d'associer les plateformes de réseaux sociaux à toute mesure prise par le gouvernement pour restreindre l'accès au contenu. Donc on voit quand même que les préconisations de ce rapport d'information du Sénat, dont je pourrais mettre les références précises si vous le souhaitez après, n'ont pas vraiment été suivies. Alors, je crois que Pauline voulait dire un mot, et ensuite, je voudrais aussi donner la parole à Mélissandre Talon, pardon, qui est doctorante à l'Université de Montpellier, mais qui vient de m'indiquer qu'elle est en Nouvelle-Calédonie, qui va juste prendre la parole de 3 minutes pour faire état un peu de la situation sur place. Mais on va commencer par Pauline. Et puis Julien, si tu veux ajouter des éléments, notamment sur les caractéristiques de TikTok et le manque d'éléments démontrant propagation de désinformation, d'ingérence étrangère, n'hésite pas à me faire signe ensuite. Pauline? Oui, très rapidement, je voulais dire que donc pardon. Tu viens de te réveiller, Pauline? Je sais plus ce que je voulais dire, je suis très fatiguée. Oui, j'ai retrouvé. En gros, à mon avis, ça représente surtout l'absence d'une conceptualisation de la liberté d'expression en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a des critères pour dire dans quel contexte un contenu mène à la violence et il faut que le gouvernement le prouve devant le juge. Et en France, en fait, on n'a pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on peut se baser sur des explications un petit peu bancales en disant « Ah, je pense que cela mène à… Les contenus postés sur TikTok mènent à la violence et du coup, on va bloquer tout le réseau social. » Alors que, en fait, on pourrait exactement, comme tu le disais, Valère, collaborer avec la plateforme pour dire « Vous bloquez les réseaux sociaux, les contenus, pardon, qui amènent à plus de violence, qui incitent l'incitation à la violence. » Or, ce n'est pas du tout le choix qui a été fait. Et à mon avis, c'est extrêmement problématique de bloquer un réseau social entier parce que ça veut dire que les personnes qui n'étaient pas en train d'inciter à la violence sur ce réseau social ne peuvent plus discuter et ne peuvent plus échanger. Mais est-ce que c'est vraiment un problème de conceptualisation de la liberté d'expression ou peut-être une absence de prise en compte du cadre qui a été fixé pour la liberté d'expression par les décideurs? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est ça le problème qui se pose quand on regarde la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On a un test qui est d'ailleurs un peu en adéquation avec le test de droit international dont nous parlait Stéphania. Mais Exactement, j'ai ouais. l'impression que dans le discours gouvernemental, c'est plutôt une négation, une absence de prise en compte de ce test, qui, d'ailleurs, on en reviendra tout à l'heure sur le premier amendement, tu nous en parleras tout à l'heure, mais qui fait aussi écho à des problématiques que l'on retrouve aux États-Unis, alors que le cadre du premier amendement serait normalement protecteur. Donc, est-ce que c'est au-delà de la conceptualisation, c'est peut-être plutôt le problème de la mise en œuvre du test? Exactement, la prise en compte par le gouvernement français, mais c'est aussi parce qu'au niveau français, nous n'avons pas une conceptualisation aussi poussée de la liberté d'expression que dans le cadre européen. Et donc, en fait, tant qu'on reste dans le niveau français, il faut aller devant la CEDH, en fait, mais ça prend du temps. Ça prend 2-3 ans. Donc, Alors, je vais être très méchant, mais en fait, ça illustre une nouvelle fois l'absence totale de culture scientifique dans l'action publique. C'est-à-dire qu'on reste sur la corrélation, mais la corrélation, c'est pas la cause. Oui, effectivement, il y a utilisation des réseaux sociaux et des émeutes, mais c'est pas parce qu'il y a utilisation des réseaux sociaux qu'il y a forcément émeute. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont avant tout le miroir de causes bien plus profondes, donc les rend effectivement un peu plus visibles, mais c'est pas parce que c'est plus visible que c'en est la cause. Alors après, je suis d'accord, il y a d'autres enjeux, notamment géopolitiques, notamment rapport à ce que je vous disais sur la maîtrise du Pacifique, mais ramener au cas d'espèce. Voilà, pour moi, en tant que juriste, c'est effectivement le gros regret par rapport à d'autres démocraties un peu plus matures qui ont réussi à conceptualiser cette approche de la liberté d'expression. Nous, on est encore rivés sur une conception de la loi de 1880, alors que justement, la loi de 1880 est une loi qui avait essayé de formaliser ça. Et la loi de 1880, c'est pas parce qu'elle s'appelle loi sur la liberté de la presse qu'elle a vocation à ne régir que la presse. Elle régit, en fait, c'était une loi de communication. Voilà. Malheureusement, nos décideurs publics se disent ah regardez, il y a presse, donc sur Internet, c'est pas du tout adapté, donc on détricote, alors que justement, cette loi
par plusieurs décennies d'expérience, on avait réussi à formaliser. Malheureusement, on n'a pas réussi à l'étendre sur les nouveaux acteurs, sur les nouveaux outils de communication, alors que les problématiques sont exactement les mêmes. Un peu plus, effectivement, on va rajouter à ça sur la viralité de la diffusion, mais ce n'est pas parce qu'il y a une viralité de diffusion qu'il faut renoncer à plusieurs millénaires de progrès en matière d'état de droit. Mais Merci ce serait beaucoup. peut-être le rôle Alors, du... je vais juste donner la Pardon. parole à Mélissandre Stallon qui attend depuis un instant pour Oui, intervenir. Et puis, pardon, on pourrait peut-être y revenir ensuite. Euh, désolé. Normalement, vous devriez pouvoir activer votre micro, peut-être juste en 2 minutes, parce que vous voulez nous faire un point depuis le terrain, si j'ose dire. Donc, vous avez la parole. Voilà. Oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. C'était simplement rapidement pour vous donner des éléments concrets de ce qui se passe ici, parce que je suis en première ligne, donc j'observe beaucoup, étant donné que je suis constitutionnaliste, je suis très au courant des questions de liberté, de l'égalité, etc. Mais c'est vraiment des simples éléments d'opportunité que je vais juste rajouter au débat. La première, c'est le blocage de TikTok en raison d'un réseau social qui est très utilisé par les jeunes. Et c'est ce qu'on observe là actuellement, c'est qu'en fait les émeutiers ont un profil qui est très 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 jeune, presque juvénile hein, pour certains. J'ai pas de chiffres concrets à vous donner, mais les premiers jugements là qui ont été rendus concernent des personnes qui avaient tout entre 20 et 24 ans. Donc ça pourrait expliquer, être un sens d'explication donc pourquoi ce réseau social. Deuxième élément que j'observe là étant sur place, c'est que le contournement de l'interdiction a été quasi immédiat par le biais des VPN. Chez les jeunes, j'ai beaucoup de jeunes de mon entourage qui Oh, m'ont qui immédiatement aurait pu informé. prévoir? Alors moi, je n'utilise pas ce réseau social, mais oui, je n'ai pas été non plus spécialement étonnée. Pour aussi vous rajouter un élément dans le débat, on a parlé tout à l'heure des ingérences étrangères. La Nouvelle-Calédonie, hier, a connu une énorme cyberattaque, la plus grande qu'elle n'ait jamais enregistrée, apparemment, sur les serveurs de l'OPT, donc qui est le seul serveur en fait, d'accès à Internet en Nouvelle-Calédonie. Je sais que ça n'a pas du tout été évoqué dans les décisions du Conseil d'État et par le gouvernement, mais c'est peut-être un élément à prendre en compte, on va dire, sur la question. Et une dernière chose, depuis que la décision du Conseil d'État a été rendue, pour ma part, sur place, je n'ai pas observé de réaction particulière. Je n'ai pas l'impression qu'on en ait parlé dans les médias locaux, et ni que les citoyens s'en soient particulièrement comment dire, émus. Voilà, c'est simplement des petits éléments que je voulais vous indiquer en étant sur place. Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment, si tout le monde utilise des VPN, je comprends qu'ils n'aient pas été particulièrement émus par l'ordonnance du Conseil d'État, vu que ça ne fait finalement pas de différence. Ils accèdent finalement à TikTok, mais c'est assez intéressant, un point qui a été mentionné, puis ensuite on élargira un peu la perspective, c'est cette idée de justifier le caractère. Si on sort de l'ordonnance, et si on s'intéresse plus généralement au discours, à la posture du gouvernement sur la restriction, de justifier que la restriction à la liberté d'expression serait acceptable, serait proportionnée, parce que TikTok présenterait une plus grande viralité et peut-être une plus grande vulnérabilité à des opérations informationnelles que d'autres plateformes. Parce que c'est un peu ça, en fait, qui ressort de tous ces discours. Tout ceci est assez contradictoire avec les rapports d'information qui ont été justement publiés par le Sénat en 2023, qui laissaient entendre que voilà, TikTok est une plateforme reposant sur la viralité, mais pas nécessairement plus que d'autres plateformes. Donc, il y a un discours ici qui est très net et qui instrumentalise en fait les caractéristiques algorithmiques de TikTok en laissant entendre que TikTok serait plus vulnérable à ce type de phénomène que d'autres plateformes. Est-ce que, de ce point de vue-là, on n'est pas simplement en train de reprendre des discours assez lisses qui ont été invoqués par d'autres gouvernants? Je pense notamment aux États-Unis, enfin, dans les discours parlementaires, il y a eu beaucoup de discussions sur la viralité particulière ou renforcée de TikTok. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que finalement, c'est pas relativement facile que de dire que TikTok présente des caractéristiques que ne présentent pas les autres plateformes? Est-ce que quelqu'un a peut-être un point de vue là-dessus? Julien, Alexandre, Pauline ou Alors, Stéphanie? je vais juste rebondir sur la cyberattaque de très grande ampleur. Alors, faut savoir que la Nouvelle-Calédonie est dans une situation un peu particulière, puisque globalement, au niveau du réseau de l'exploitation, c'est un peu comme les PTT il y a 40 ans.
C'est-à-dire qu'il y a un seul opérateur d'infrastructure. Déjà, d'une part, il y a une situation géographique où vous êtes un peu isolé pour la connectivité. Un seul opérateur d'infrastructure qui se trouve accessoirement une émanation du gouvernement local. Donc, ça aide beaucoup, globalement, comme ce qu'on a connu dans les années 80, avec des petits serveurs Minitel qui sautaient comme ça, sans autre forme de procès. Ce qui serait totalement maintenant impossible, en tout cas en métropole ici. Et donc, du coup, cette connectivité qui a pratiquement 25 ans de retard par rapport aux normes actuelles fait que une attaque mail peut être vue comme une cyberattaque, mais non, enfin, je veux dire, l'ANSSI, qui a été amené à intervenir, a dit oui, c'est embêtant pour les locaux parce que lié à la configuration technique et géographique de l'île, mais dit autrement, ce que l'ANSSI, et là je vais le faire reprendre avec ma casquette d'opérateur technique, il y avait une véritable situation de concurrence, c'est-à-dire par plusieurs opérateurs et par plusieurs moyens de connectivité, on serait beaucoup plus résilient par rapport à ce genre de cyberattaque. Hein. C'est pas la première fois qu'on se fait trouver avec des mails qui sont envoyés. Simplement, quand vous êtes dans un goulet d'étranglement, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie pour la connectivité, et ce qui était le cas par exemple de la Réunion il y a encore une quinzaine d'années avant que la concurrence arrive, oui, effectivement, on est très vulnérable à ce genre d'éléments. Donc, moi, le petit conseil que j'aurais envie de donner aux autorités pour le bien-être de la population, c'est d'essayer de s'inspirer de ces 44 dernières décennies de progrès en matière de concurrence au niveau de l'Europe. C'est comme une belle avancée, l'Europe, qui justement nous permet de rendre des territoires beaucoup plus résilients pour le bienfait et le bien-être de la population. Merci. Alors, je crois que Mickaël levait la main. Julien, je ne sais pas si tu voulais reprendre la parole ensuite par rapport au discours sur les spécificités de TikTok, mais en attendant, je vais donner la parole brièvement à Mickaël. Et ensuite, on va élargir un peu le débat justement sur les précédents en matière de blocage d'accès aux réseaux sociaux. Vraiment Mickaël. très rapidement pour rebondir sur la spécificité de TikTok que je connais pas bien en tant que tel, mais juste en termes d'observation de discours, je suis vraiment d'accord sur le fait qu'il y a eu une acclimatation au fait d'utiliser des méthodes extrêmement liberticides pour résoudre des problèmes mal ciblés et en fait, pour caricaturer, utiliser des bazookas pour écraser des moustiques. Et en fait, je pense qu'il est assez intéressant dans le discours d'observer l'usage du mot de viralité. Parce que, enfin, si je reviens le fait de, voilà, Oui, c'est bien sur ce terrain-là que je voulais aller justement. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ce qui s'est passé au moment du Covid, ce qui se passe en termes d'usage de la police administrative, le mot de viralité n'est vraiment pas neutre. Et je pense que l'identification d'une plateforme comme étant plus virale ou virale, même nous, ça convoque un imaginaire à notre esprit défendant. Et je pense qu'il faut y être attentif, même dans l'usage qu'on peut en faire. Oui, je vous rejoins totalement hein, là-dessus. Juste, y avait et simplement, c'est que, je vais faire très rapide parce que mon temps est compté, oui. Et le vôtre aussi, mais simplement, c'est que pour en discuter, on ne l'écrit pas lorsqu'il y a un contentieux et qu'on découvre a posteriori les arguments. Enfin, dans un état de droit, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, même si on peut discuter certaines mesures qui ont été prises dans le cadre de l'état d'urgence, mais à la fin, on avait quand même des décisions qui étaient juridiquement beaucoup plus solides que la tentative de ces derniers jours. Merci beaucoup. Alors, Pauline, tu voulais prendre la parole, et puis je sais que Maître Archambault, vous devez partir dans quelques minutes, donc si vous avez un mot de la fin tout à l'heure, je vous redonnerai la parole. Pauline, sur TikTok. Oui, je voulais juste répondre à ta question en fait sur le business model de TikTok. Je pense, je ne vais pas prendre la défense de TikTok, je trouve que c'est un réseau social extrêmement horrible en fait, qui évidemment a des impacts cognitifs sur les adolescents et les enfants qui l'utilisent. Mais ce business model a été inventé pas par les Chinois, par les Américains, par les États-Unis. C'est le business model de Facebook, c'est le business model de Instagram. Instagram qui a été aussi ciblé par, enfin, il a été démontré que Instagram diffusait des contenus extrêmement nocifs pour les adolescents, notamment sur les tentatives de suicide, sur l'anorexie. Donc, il y a plein d'études qui montrent que Instagram pose aussi problème en termes de viralité et de diffusion de contenus nocifs. La question, c'est pourquoi on va s'attaquer à TikTok en particulier, évidemment pour des questions géopolitiques qui dépassent en fait la question de liberté d'expression à mon sens.
Alors, tu faisais ici référence à des études notamment qui ont été menées par Amnesty International et d'autres plateformes qui avaient à la fois dénoncé les caractères de TikTok et d'Instagram en démontrant que finalement, de leur point de vue, il fallait les mettre dans le même panier, indépendamment de la nationalité. Mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est finalement, voilà, pourquoi TikTok serait plus viral, avec beaucoup de guillemets, et plus nocif que d'autres. Instagram est également une plateforme qui rassemble un certain nombre de jeunes. Hein. Si je fais référence aux travaux qui ont été menés notamment par Sophie GL au SEMTI de Paris 8 et qui montrent que ces plateformes visent le même public, même si TikTok est en train de prendre l'ascendant, un peu plus d'un milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard d'utilisateurs actifs. Mais oui, il y a quelque chose d'assez perturbant dans ce discours. Qui souhaitait prendre la parole à l'instant? Je pense qu'il y avait peut-être un dernier mot sur TikTok avant qu'on aille un peu sur le terrain des précédentes, ce qui s'est passé en 2023 et qu'on élargisse à la dimension géopolitique. Non, Julien, tu voulais dire un mot? Non, pas particulièrement. On l'entend. Alors, Il est... je- On ne vous entend pas. décidément, Julien, tu es maudit aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait à TikTok, au gouvernement ou au Conseil d'État. Mais dans tous les cas, il y a une entité hostile qui t'en veut particulièrement. Mais oui, c'est l'occasion effectivement d'aller sur ces histoires de précédents parce que, je veux dire, comme ça a été dit par, je crois que c'était Marc Rens de l'Informé qui avait terminé, mais cette affaire, c'est un tube à essai, quoi. C'est-à-dire, comme la théorie des circonstances exceptionnelles il y a un siècle de cela, bon, bah voilà, on a essayé l'été dernier, en 2023, de voir si on pouvait appuyer sur un bouton, puis l'Europe, qui au départ avait raisonné par l'émotion, a dit oui, oui, tout à fait. Et puis les services juridiques ont dit oh, Thierry, le DSA, c'est le règlement Internet, c'est pas tout à fait ce qu'on a voulu dire. C'est-à-dire que la commission avait rétropédalé pour pouvoir dire attention, des troubles graves à l'ordre public cantonnés à un État, de notre point de vue, ne semble pas justifier la mise en œuvre de pouvoirs exceptionnels que le DSA prévoit, hein, le mécanisme de réaction aux crises. C'est-à-dire, vous avez l'article 51 pour le blocage de plateformes qui jouent au jeu du plus con, qui ne sont pas du tout coopératives, mais pour l'instant, rien ne dit que TikTok n'a pas été coopératif, quoi qu'on puisse le reprocher sur la faction macro de son algo. Et vous avez aussi l'article 36 qui instaure un mécanisme, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on part dans le décor et qu'il y a des crises. Et la lecture que faisaient les services de la commission, c'était oui, mais même des troubles graves à l'ordre public ne justifient pas l'utilisation, en tout cas sans discussion préalable, de mesures d'exception. Et c'est une lecture qui est également aussi corroborée, alors c'est dommage, mais bon, en même temps, c'était une procédure de référé liberté et voilà, on ne juge pas le fond. Alors qu'on a déjà une décision administrative sur le fond, c'est très intéressant puisque la loi française, après des années d'expérimentation, ça a été pérennisé en 2014, lance le blocage administratif parce que vous comprenez, c'est tellement compliqué de passer devant un juge. Il faut quand même monter des dossiers et démontrer qu'on a raison. Alors que quand même, il y a une Marianne et c'est quand même nous l'intérêt général. Je schématise globalement très, mais on n'en est pas loin. Et effectivement, comme c'était très bien dit, quand on a, c'est très tentant d'utiliser un bazooka quand on est confronté à un moustique. Et par le passé, l'OCLCTC, qui est le bras armé du ministère de l'Intérieur sur le blocage administratif, voulait faire bloquer des contenus radicaux, insurrectionnels, qui indubitablement étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale et estimait que c'était de l'apologie du terrorisme. Et avait été recadré par le juge administratif. C'est une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de 2019, je crois, qui avait rappelé que, bien que pénalement répréhensibles, des contenus qui appelaient, effectivement, c'était quand même très violent, ça appelait à cramer du flic, ces contenus-là n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification d'apologie du terrorisme et que donc ne pouvaient justifier le recours à une mesure de retrait et de blocage administratif. Que s'il fallait y aller, on y allait en allant voir un juge et en montant un vrai dossier discuté contradictoirement pour qu'on puisse expliquer, ce qui est quelque part aussi l'esprit de la loi de 1880. Hein. La loi de 1880, on ne retire pas un journal préventivement, on en discute un petit peu avant. Merci beaucoup. Et au cas où, je vous dis, parce que je crois que vous allez partir dans quelques instants. Dans quelques minutes, mais voilà, c'était mon mot de la fin. L'idée, c'est, non, justement, le droit n'est pas un frein pour pouvoir, lutter contre les troubles à l'ordre public, mais en utilisant les outils des démocraties et pas ce qu'on reproche à des régimes un petit peu autoritaires. La finalité ne justifie pas tout.
Oui, et le droit doit être un levier plutôt qu'un obstacle. Merci beaucoup, en tout cas, c'est extrêmement éclairant, en tout cas, ça donne du grain à moudre pour la suite de la discussion. Et justement, je voudrais faire le lien avec cette idée de précédent, et là, je vais peut-être redonner la parole à Stéphania, pour rappeler que il est vrai que là, depuis quelques jours, on se dit que c'était une décision sans précédent, c'est la première fois qu'un État démocratique, alors ça c'est faux, hein, c'est dit et écrit plusieurs fois, ce n'est pas la première fois qu'un État démocratique prend des mesures de restriction d'accès à Internet, hein, sauf si on lance un débat sur la En définition. administratif, non, d'autres États démocratiques l'ont fait, mais en passant devant un juge. Voilà. Bon, on peut reprocher ce qu'a dit le juge brésilien, mais c'est passé quand même devant un juge. On pourra en discuter, parce qu'il y a certains États démocratiques qui ne sont pas passés devant le juge, mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que la question est abordée. On avait eu des déclarations du gouvernement français, puis un rétropédalage l'été 2023 concernant des velléités de bloquer l'accès à certains réseaux sociaux, et particulièrement Snapchat et certaines fonctions de géolocalisation. Alors Stéphanie, est-ce que tu voudrais bien revenir un peu dessus, parce que c'était une décision, enfin, en tout cas un projet que tu avais commenté et critiqué à l'époque, notamment par un papier dans The Conversation, sous l'angle des restrictions disproportionnées à la liberté d'expression. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, voilà, la France avait déjà eu cette idée l'été dernier suite aux émeutes qui avaient suivi la mort de Naël, et ils avaient menacé initialement de couper l'accès aux réseaux sociaux. Bien évidemment, cette annonce avait créé un peu des critiques, et donc le gouvernement s'était ensuite limité en disant non, on va limiter que certaines fonctionnalités comme la géolocalisation afin de limiter la possibilité des gens de pouvoir se rencontrer, et donc créer des problèmes à l'ordre public et organiser des émeutes. Mais à l'époque, j'avais, comme tu dis, critiqué cette annonce, et la décision n'a pas été prise, mais effectivement, le projet de couper Internet pour cette raison-là avait été critiqué parce que, encore une fois, pas conforme au droit international. Et encore une fois, c'est vrai que il y a des contenus, et que on a des contenus problématiques sur les réseaux sociaux. On a des cas assez importants. On va voir le rôle de Facebook au Myanmar et tout. Donc, il est vrai que les réseaux sociaux peuvent créer ces problèmes-là, mais il est aussi vrai que couper Internet ne va pas résoudre le problème. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, les émeutes, c'était politique. Les réseaux sociaux avaient déjà joué un rôle en dévoilant ce qui s'était passé dans le cas de Naël, parce que les vidéos avaient été diffusées par le biais des réseaux sociaux. Donc, on parle d'un discours politique qui a aussi plus de protection en droit international que le discours normal. Il est particulièrement protégé. Et donc, on porte atteinte à un discours d'intérêt général qui dévoile des critiques au pouvoir, du racisme systématique, institutionnalisé, des violences policières et tout. Donc, limiter l'accès aux réseaux sociaux limite aussi, dans ce cas-là, le discours qui est parfaitement légitime et qui est même plus protégé d'un point de vue de droit international. Pour le cas de Naël, le gouvernement n'avait pas pris de mesures, même s'il y avait eu des réunions avec les porte-paroles des différents réseaux sociaux. Donc, il n'est pas clair que ce genre de décisions ont été prises avec les plateformes directement. Et encore une fois, les plateformes peuvent malheureusement être utilisées par les gouvernements pour effectuer de la censure en dehors de la loi, quelque part. Donc, ces réunions peu transparentes aussi portent atteinte à la protection de la liberté d'expression des utilisateurs. Mais à l'époque, cette décision finalement n'avait pas été prise. Je voulais juste revenir et faire un comparatif avec la situation maintenant, parce qu'effectivement, à l'époque, le gouvernement avait initialement parlé de limiter quelques fonctionnalités comme la géolocalisation, mais comme le disait Pauline tout à l'heure, dans ce cas-là, ils ont bloqué l'accès à une plateforme directement, et il n'y a pas eu de signe de chercher à prendre des décisions plus ciblées, comme cibler des contenus spécifiques ou cibler un algorithme ou autre, vu que ce qu'on reproche, c'est la viralité et les algorithmes. Donc, il n'y a pas eu de contact avec la plateforme afin de avoir des mesures plus ciblées qui puissent être qualifiées un peu plus de nécessaires et proportionnées que le blocage total. Et
dernier point, et je cède la parole à Pauline, le fait aussi que, le fait aussi que le Conseil d'État dise que effectivement, voilà, il y a d'accès à d'autres plateformes ou autres, confirme que le blocage de TikTok n'est pas nécessaire. Parce que si les personnes peuvent communiquer d'une manière ou d'une autre sur d'autres plateformes, pourquoi bloquer TikTok? Mais voilà, c'est tout. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci. Non, merci beaucoup, ça résume bien les éléments de discussion de l'époque. Pauline, je crois que tu voulais ajouter quelque chose, peut-être dans la continuité du propos de Stéphania. Exactement, enfin, ce que disait Stéphanie me faisait vraiment penser au fait que bloquer une plateforme ne peut pas être assimilé à bloquer un journal qui va publier quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer un journal à une plateforme parce que sur une plateforme, il y a des milliers de différentes conversations. Alors que sur un journal, il y a seulement un contenu. Si on bloque, si on empêche l'apparition de Libération demain, il va y avoir juste le contenu de Libération qui va être bloqué. Alors que si on bloque une plateforme en entier, on va bloquer la conversation de millions de personnes, ce qui n'est évidemment pas proportionné à l'intérêt légitime qu'on entend poursuivre, c'est-à-dire à empêcher les émeutes. Et à mon avis, le fait de bloquer la plateforme au lieu de s'intéresser plus particulièrement au business model et à demander aux plateformes de prendre des mesures spécifiques, ça reflète le fait qu'on n'a pas, enfin, je pense que aux États-Unis, mais également en Europe, on n'a pas envie vraiment de prendre des mesures qui vont restreindre le business model des plateformes. Et à mon avis, c'est ça le problème fondamental, en fait. Bon, Et donc, de certaines plateformes, en tout cas. bah, de toutes les plateformes, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de prendre des mesures systémiques qui vont permettre d'empêcher la propagation de contenus très problématiques parce que cela remettrait en cause les gains qui sont faits grâce à la propagation de ces contenus problématiques. Alors justement, c'est intéressant, ça permet de faire un peu une passerelle avec une thématique que je voulais qu'on aborde. C'est celle de la concomitance de cette interdiction avec l'interdiction, le TikTok ban, le décret qui a été adopté, enfin plutôt la loi qui a été adoptée par Joe Biden en avril 2024, plus spécifiquement le 24 avril 2024. Ça s'inscrit dans la continuité de tergiversation depuis 2020, donc sous le mandat de Donald Trump, visant à limiter l'accès des Américains à TikTok, interdire TikTok sur le territoire américain ou obliger TikTok ByteDance, la société mère, à céder TikTok à une entité qui ne serait pas chinoise. L'idée étant que TikTok est identifié comme une plateforme qui représenterait un danger qui ne serait pas identifiable chez les autres plateformes. Et là, je reviens un peu à cette idée de business model, c'est-à-dire que finalement, TikTok, le business model, c'est celui d'une plateforme qui est alimentée par les données, les activités d'un certain nombre d'utilisateurs, avec une personnalisation qui est certes poussée à son paroxysme pour TikTok, mais pas forcément d'une manière qui la permettrait de la distinguer d'Instagram ou d'autres plateformes. Et ce qui est assez intéressant, dans la mesure qui a été prise qui est en voie d'être mise en œuvre par les États-Unis, parce que l'application de la loi est prévue pour janvier 2025. Ce qui est assez intéressant, ce serait la fin potentiellement du mandat de Joe Biden, c'est peut-être Donald Trump qui sera amené à la mettre en œuvre, c'est que TikTok est identifié dans cette loi, donc plus particulièrement dans la section H, comme étant une plateforme contrôlée par, je prends l'expression, une foreign adversary, donc un ennemi ou un rival étranger. Il est rappelé que TikTok présenterait la particularité d'être placé sous un contrôle direct ou indirect du Parti communiste chinois. Alors, il n'y a pas forcément d'éléments de démonstration qui sont apportés ni par les parlementaires américains, ni par l'administration de la Maison-Blanche ou autre, mais en tout cas, c'est un élément de discours qui est constant depuis 2020 et qui permettrait, en somme, de porter atteinte à la sécurité nationale, de miner les données des utilisateurs américains et puis occidentaux de manière générale, et qui seraient particulièrement vulnérables face à des opérations informationnelles et à des ingérences étrangères, plus particulièrement des ingérences qui viendraient de la Chine. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de, enfin, comparaison n'est pas raison ici, mais c'est assez difficile de ne pas
de ne pas prendre en compte ce contexte défavorable à TikTok, ce contexte global défavorable à TikTok, pour analyser ce qui se passe en France. Moi, ça fait une semaine que je me pose la question de savoir si finalement ce contexte réglementaire par lequel certains États interdisent TikTok sur leur territoire ou interdisent à leurs fonctionnaires, à leurs agents d'installer TikTok et d'autres applications récréatives sur leur territoire, ne facilite pas finalement la décision du gouvernement français, ou n'a pas simplement été même un élément qui a pu influencer cette décision. Parce que dans la décision non formalisée, ou plutôt dans la communication du Premier ministre à l'égard de la presse, moi j'ai revu des éléments de langage que l'on retrouve dans les discussions parlementaires qui ont été menées aux États-Unis. Et donc voilà, je me pose évidemment la question, je la pose à toi Pauline, mais peut-être aussi à Julien. Est-ce que finalement, ce sont les mêmes ressorts que l'on retrouve actuellement aux États-Unis en ce qui concerne les mesures prises contre TikTok et contre ses spécificités? C'est moi qui réponds. Julien, vous voulez... Ah, on ne l'entend pas de tout. On ne vous entend pas. Et Julien, est-ce que tu as essayé sans utiliser tes écouteurs? Bon, je réponds du coup. En fait, les arguments qui sont utilisés par le gouvernement américain, ce n'est pas tant la propagation de contenus nocifs, puisque ça, en fait, enfin, ce serait difficile d'utiliser cet argument étant donné que les plateformes américaines, états-uniennes diffusent également des contenus extrêmement nocifs. Et on a eu notamment Frances Haugen qui a montré le rôle joué par Instagram dans voilà, la propagation de contenus nocifs, notamment à destination des adolescents. Mais du coup, ce qu'on reproche à TikTok, c'est d'utiliser les données des citoyens et citoyennes des États-Unis au profit du régime chinois. Et ça, c'est en fait du fait de la proximité de ByteDance, donc l'entreprise qui possède TikTok, avec le gouvernement chinois. Et donc, à mon avis, ce sont deux arguments vraiment très différents. Sur, enfin, celui qui a été utilisé en Nouvelle-Calédonie, l'argument de ça aide à propager des violences n'est pas du tout le même que ils sont en train de siphonner les données des citoyens et citoyennes des États-Unis au profit du gouvernement chinois. Alors, ce qui interpelle aussi, c'est que dans les deux cas, on a une posture de TikTok qui consiste à dire, voilà, nous, on a offert au gouvernement, que ce soit en France récemment ou aux États-Unis il y a quelques semaines, l'entreprise TikTok et puis l'entreprise ByteDance indiquent globalement avoir proposé différentes solutions au gouvernement, et confrontés à des mesures qu'ils perçoivent comme discriminatoires, ont décidé de prendre des mesures finalement qui sont d'ordre judiciaire, juridictionnel, à savoir que récemment, TikTok et un certain nombre d'influenceurs, d'utilisateurs de TikTok ont décidé d'attaquer la loi américaine du 24 avril 2024 en invoquant notamment, et c'est là que ça nous intéresse, des restrictions à la liberté d'expression. Et en indiquant notamment, et là on a les mêmes éléments un peu que ceux que l'on retrouve dans les requêtes de la Ligue des droits de l'homme et de la Quadrature, on retrouve quand même l'idée selon laquelle TikTok est une plateforme qui est utilisée par une majorité de citoyens américains, donc c'est devenu un canal privilégié de communication qui n'a pas de spécificité tel qu'il mériterait un traitement différent de celui des autres plateformes. Et donc concrètement, TikTok est en train de se positionner sur le terrain de la liberté d'expression en disant que la mesure du gouvernement américain constitue une atteinte au premier amendement. Est-ce que sur ce terrain-là, il y a, enfin, peut-être, est-ce que tu penses que le recours de TikTok, qui pourrait aller jusqu'à la Cour suprême dans le pire des cas, pourrait prospérer? Et c'était évident qu'ils allaient utiliser le premier amendement, déjà parce que tout le monde l'utilise tout le temps. On fait tout le temps des recours en utilisant le premier amendement aux États-Unis. Même Facebook et Instagram utilisent le premier amendement pour dire vous ne pouvez pas nous empêcher de siphonner les données de nos utilisateurs. Donc évidemment que TikTok allait utiliser le premier amendement. Sur les chances qu'il a de gagner devant la justice, à mon avis, il y a évidemment l'argument de speaker-based,
C'est-à-dire que en fait, ce qui n'est pas du tout, ce qui est bizarre parce que c'est pas du tout le Conseil d'État n'en parle pas du tout dans son ordonnance, mais le fait qu'on restreigne seulement TikTok et pas les autres réseaux sociaux pose évidemment un problème d'égalité devant la loi. Donc ça, c'est cet argument. Après, il y a ils vont s'appuyer sur le fait que restreindre TikTok, ça va empêcher la dissémination d'informations au sein des citoyens états-uniens. Donc là, ce serait plus le droit au premier amendement des citoyens états-uniens et pas de TikTok lui-même. Et en fait, le gouvernement états-unien va répondre à TikTok que oui, mais de toute façon, c'est la sécurité c'est une loi qui a été prise en vue d'assurer la sécurité intérieure et les juges, en fait, risquent de répondre à TikTok, étant donné que c'est un problème de sécurité intérieure, il y a une déférence aux politiques. Mhm. Donc, c'est ce que disait Maître Archambault tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un problème politique et du coup, nous, on peut pas juger de ça. D'accord. Donc finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a aussi deux enjeux, à savoir est-ce que l'on protège la liberté d'expression de TikTok en tant qu'entreprise? C'est une question qui est fait l'objet d'une filière jurisprudentielle là, depuis quelques mois aux États-Unis. Ou est-ce que l'on protège la liberté d'expression des utilisateurs de TikTok, voire les deux, parce que manifestement, on pourrait tout à fait envisager des recours sur ces deux terrains. C'est un peu ça l'idée, si j'ai bien compris. Oui, alors moi je pense que c'est problématique en fait de penser que TikTok s'exprime, puisque en fait TikTok ne crée pas de contenu en lui-même, il crée juste une infrastructure qui permet la création de contenu par ses utilisateurs. Donc en fait, penser que TikTok s'exprime, ça donnerait ensuite énormément de pouvoir en termes de premier amendement à des plateformes Twitter, etc., pour dire bah, c'est mon premier amendement et du coup toutes les décisions éditoriales que je prendrai sur ma plateforme ne peuvent être contrôlées parce que ce serait une atteinte au premier amendement. Et donc, du coup, en fait, considérer que TikTok a le droit au premier amendement, pour moi, en fait, c'est problématique. Ça créerait de nombreux problèmes juridiques pour ensuite réguler les autres plateformes. Très bien. Mais donc, du coup, c'est pour ça que ce serait beaucoup plus intéressant d'utiliser le droit des utilisateurs de TikTok, le premier amendement des utilisateurs de TikTok, et de dire ça va restreindre, en fait, ça va être un prior restraint Mm. à l'expression sur Internet. Alors, merci beaucoup. Alors, du coup, ça pose la question, parce que une question plus générale, parce que je vois qu'il nous reste 15 minutes et je voudrais qu'on ait le temps de prendre éventuellement des Je crois que remarques. Et Stéphania voulait dire quelque chose aussi. voilà. Mais en tout cas, de toute façon, je vais redonner la parole à Stéphanie. C'est un peu la dernière question que je voulais poser pour ouvrir un peu les perspectives. C'est quelle suite on peut imaginer ou envisager à partir de cette mesure qui a été prise par le gouvernement français. Donc là, en l'occurrence, le Conseil d'État n'est pas revenu dessus, mais en tout cas n'est pas revenu dessus sur le fond. On peut tout à fait imaginer une décision sur le fond qui serait contraire. Toujours est-il que pour l'instant, la mesure de blocage est maintenue. Et j'aimerais bien qu'on essaie de finalement imaginer ce que cela pourra avoir comme conséquence que d'admettre l'idée que l'on peut bloquer les réseaux sociaux et même un réseau social en particulier dans un contexte de crise. Alors comme cela a été très bien dit, je ne sais plus par qui, ce n'est pas la première fois que l'on prend des mesures de restriction visant les communications, hein, comme l'explique une chercheuse qui s'appelle Heidi Touareg dans ses recherches sur l'utilisation des restrictions à la communication. Cela fait depuis le IVe siècle que l'on opère des restrictions aux communications. Mais là, il s'agit des réseaux sociaux, donc on va reprendre la figure du bazooka et du moustique. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite préjudiciable potentiellement? Alors peut-être Stéphania, est-ce que tu souhaites apporter ton point de vue là-dessus? Et puis ensuite, s'il y a des Oui, personnes qui souhaitent prendre la parole, il nous reste à peu près 15 minutes pour poser des questions ou simplement pour apporter vos perspectives. N'hésitez pas à vous manifester dans notre chat ou à lever la main. L'idée, c'est aussi d'ouvrir la discussion à toutes les personnes qui sont là. oui, merci beaucoup. Oui, alors c'est extrêmement grave, mais au même temps, c'est pas la première fois. Enfin, ce qui est assez drôle, c'est que le 15 mai, c'est le jour où on a eu l'annonce de la coupure de TikTok. Access Now a publié son rapport sur les coupures d'Internet en 2023 et effectivement, le rapport montre comment il y a eu une augmentation de 41%
en termes de coupure d'Internet à niveau mondial en 2023, avec 283 coupures d'Internet sur l'année, majorité en Inde. Et les raisons pour les coupures sont vraiment toujours justifiées par la crise, mais toujours pas nécessaires pour gérer la crise. Donc, moi, ce que je crains, et encore une fois, je ne suis pas une experte en droit français, mais le fait que cette décision du Conseil d'État maintient la coupure d'Internet, pour moi, ouvre la porte à d'autres mesures qui peuvent être prises, soit sur un réseau, soit sur d'autres réseaux plus ou moins restreints. Mais si la question pose sur l'urgence, effectivement, c'est possible que cette barre ne sera jamais rejointe au moment où la décision est prise. Et donc, de toute manière, l'attente à la liberté d'expression est déjà portée. Et qu'un juge, plus tard, s'exprimera sur le fond pour déclarer qu'effectivement, la mesure n'était pas proportionnée ou nécessaire, oui, on aura une décision qui établit ça, mais l'attente à la liberté d'expression a déjà été portée et on ne pourra plus revenir en arrière. Donc, pour moi, cette décision du Conseil d'État est, à mon avis, assez problématique. Je comprends que d'un point de vue de procédure, effectivement, elle est correcte, mais pour les effets que ça pourrait apporter à la liberté d'expression, je trouve que ça peut avoir et entraîner des problèmes par la suite. En général, oui, enfin, les coupures d'Internet, ça a été déclaré à plusieurs reprises, souvent, enfin, dans la majorité des cas, ne arrive pas à attendre l'intérêt légitime qui est invoqué, le fait de couper un réseau pour protéger l'ordre public n'attend jamais la protection de l'ordre public. Il y a aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'il y a aussi un manque d'information, donc il y a aussi des risques à la sécurité des gens, surtout dans un contexte de coupure totale d'Internet. Parce que du moment où on n'a plus aucun accès à l'information, il n'est plus possible de s'autoréguler et savoir comment se comporter. Donc, il ne s'agit pas seulement de la protection de la liberté d'expression, mais il y a d'autres droits qui sont impliqués dans ces décisions. Donc, oui, la liberté d'expression est aussi le fondement de l'exercice d'autres droits. Donc, il ne faut pas se limiter à la possibilité de s'exprimer, mais à tout ce que cela peut entraîner. C'est très important et ce que tu mentionnes, on n'est peut-être pas allé trop sur ce terrain-là, mais c'est vrai que les plateformes de réseaux sociaux ont aussi une dimension de canal d'activité économique. Qu'on aime ce phénomène ou pas, on sait que certaines personnes en gros, utilisent le réseau social comme espace d'activité commerciale, qu'il s'agisse donc de commerce ayant pignon sur rue ou tout simplement de personnes qui ont des activités de création de contenu ou d'influenceurs. Et ce qui était assez intéressant, c'est que on est désormais en mesure de démontrer que les restrictions d'accès à Internet ou à des plateformes de réseau social ont un impact économique considérable sur des franges entières d'utilisateurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, l'action qui est menée contre la loi du 24 avril 2024 est aussi portée par des créateurs de contenu disant en fait, on ne va plus pouvoir dégager de revenus si TikTok est interdit. Donc voilà, je voulais simplement, parce que tu l'as mentionné, mais je voulais peut-être souligner ce point-là, parce que je trouve qu'il était extrêmement pertinent. Et je pense que ça revient aussi au point que Pauline avait évoqué tout à l'heure d'égalité des utilisateurs face à la loi, parce qu'en coupant juste un réseau, voilà, on crée un plan de... Mais peut-être elle veut ajouter quelque chose, mais je pense que c'est sur la même ligne. Non, non, mais c'est très intéressant et surtout ce que tu disais sur ça peut créer, ça peut être, ça peut amener à des choses qui potentiellement peuvent être graves. C'est-à-dire que comme aujourd'hui on utilise Internet pour communiquer avec tout notre entourage, mais aussi par exemple, je sais pas, regarder où est l'hôpital le plus proche, etc. Si on coupe Internet d'un coup, évidemment, ça peut amener à des situations de risque et ça, j'avais pas pensé en fait. Et c'est très intéressant, merci. La coupure d'accès au service de Facebook en Australie en 2021.
lorsque Facebook a restreint l'accès de ses services aux utilisateurs australiens en raison d'un conflit avec les autorités concernant la rémunération des droits d'auteur, ça a permis de constater que certains services d'action sociale, services d'urgence, agissaient principalement par le biais de Facebook et de plateformes, et qu'en gros, certaines personnes, certains citoyens se trouvaient en fait confrontés à une absence d'interlocuteur parce qu'ils ne savaient pas forcément utiliser des... c'est drôle à dire, mais en fait, certaines personnes ont réalisé qu'elles ne savaient pas communiquer autrement que par les réseaux sociaux. Et donc, voilà, évidemment, ça pose la question du pilier que serait devenu le réseau social dans la communication, dans le débat public. Et donc, voilà, je pense que c'est effectivement important de le mentionner. Je vois que... Alors, si vous voulez prendre la parole, poser des questions, c'est l'occasion jamais. Je vois que Basile Darmois souhaite dire un mot. Basile, je t'en prie, tu peux activer ton micro. J'active la vidéo aussi, je vais essayer. Ouais. Bonjour, bah merci vraiment à tous les intervenants. J'ai une question, vraiment une pure question. Vraiment, je n'ai aucun éclairage en droit là-dessus. Et si vous pouvez enfin, justement m'éclairer un petit peu, ça m'intéresserait. Je rebondis sur ce qu'a dit Stéphania sur la question de la proportionnalité. Et je pense même que la remarque de Bastien, peut-être vous aurez des choses à dire peut-être dans vos réponses. Euh, c- Moi, pour moi, ce blocage-là, c'est un peu la dernière mesure, en fait. Je le vois comme ça, hein. Je suis privatiste, j'ai un peu liberté publique, tout ça, c'est pas mon truc. Je le vois comme la dernière mesure, et comme si, comme un aveu, en fait, finalement, que rien n'a été possible de faire auparavant dans une discussion avec TikTok. Alors, ma question, elle est simple, donc c'est donc une question de proportionnalité, je pense. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement en fait? Ça veut dire que vraiment, avec Facebook, on peut négocier, avec TikTok, on ne peut pas négocier et on ne peut pas mettre en œuvre de mesures de contrôle ou de filtrage intermédiaire ou qui agissent sur certaines fonctionnalités. Enfin, voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus et Mhm. à la fois sur le raisonnement juridique et sur des questions de preuve également. Merci. Merci Alors, beaucoup. Stéphania, Je peux prendre la question, oui. oui, si tu Mais en veux, et fait, moi j'aurais des choses sans doute à ajouter après. Ouais. oui, non, mais juste pour dire que effectivement, enfin, c'est pas une question de dernière mesure parce que bah, d'après les porte-paroles de TikTok, le gouvernement n'a pas pris contact avec l'entreprise. Donc, il n'y a même pas eu une tentative d'essayer de modérer les contenus de manière plus ciblée afin de réduire les contenus soi-disant problématiques. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une manque de volonté de la part de TikTok de coopérer afin de réduire les contenus problématiques, mais il n'y a pas eu de demande de la part du gouvernement pour intervenir là-dessus. Je ne sais pas si Valère voulait ajouter quelque chose. Alors oui, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est une question que je me pose sans y avoir réfléchi, et peut-être que si Michael est là, c'est peut-être une question qu'il s'est posée, mais on a beaucoup parlé du blocage de TikTok sous l'angle de la restriction à la liberté d'expression, et je pense que c'est tout à fait justifié. D'ailleurs, les requêtes des associations se portaient sur ce terrain-là. Mais on ne s'est pas tellement posé la question de l'impact de la mesure ou du préjudice causé par la mesure à l'entreprise TikTok elle-même, dans la mesure où elle n'a pas été notifiée, manifestement, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, elle n'a pas été notifiée de l'imminence de la mesure, donc elle l'aurait découvert en même temps que tout le monde. Et ce qu'a fait finalement le gouvernement, c'est restreindre ou bloquer, même si c'est de façon très ciblée, l'activité économique d'une entreprise opérant sur son territoire. Et donc je pense que ce serait intéressant, on n'a pas assez de recul là-dessus, et donc je me contente de lancer des pistes. Ce serait vraiment intéressant de réfléchir à l'impact en termes de liberté économique que peut avoir la mesure à l'égard de TikTok elle-même. Et en fait, j'y ai pensé en écoutant ce que disait tout à l'heure Pauline sur la distinction entre, aux États-Unis, la liberté d'expression d'entreprise, la liberté d'expression des utilisateurs. Moi, je me pose la question, est-ce que TikTok n'a pas au moins théoriquement, subir un préjudice du fait qu'on ait bloqué son activité sur le territoire de Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, c'est peut-être pas ce qui compte le plus, c'est pas forcément l'enjeu de nos discussions, mais je pense que ce serait une question très intéressante à se poser. Et puis peut-être
répondre à une question. Alors, je ne sais pas si, Bastien Savin, si vous voulez détailler votre question à l'oral ou si on rebondit là-dessus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer votre micro. Mais sur les risques en matière de modération des contenus, vous voulez prendre la parole ou... Non, vous êtes dans le train. Ok, très bien. Alors oui, il y a un risque, c'est, je pense, celui, finalement, c'est ce qu'on appelle le chilling effect en anglais dans la pratique des réseaux sociaux et donc le risque de crainte des plateformes de réseaux sociaux, crainte qui était déjà un peu manifeste dans différentes auditions effectuées auprès de commissions parlementaires, c'était que les plateformes pour éviter de se retrouver restreintes à l'avenir, et comme cela a été le cas dans d'autres pays, décident de surmodérer les contenus d'elles-mêmes, donc finalement qu'elles prennent les choses entre leurs mains, et qu'elles se disent, bon, la situation est en train de devenir hors de contrôle sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, et à titre préventif, avant que le gouvernement ne prenne des mesures qui viseraient tout simplement à me bloquer sur le territoire, je vais peut-être prendre des mesures de restriction visant l'ensemble des communications intégrant tel et tel mot. C'est une pratique qui est tout à fait envisageable parce que je vous invite vraiment à lire le rapport d'information sénatoriale là, de 2023. Je vais vous mettre la référence avant qu'on se déconnecte. Les plateformes nous ont déjà indiqué que lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël, elles ont mis en place quasi immédiatement, mais en partie en collaboration avec l'État, en partie de façon autonome, des cellules de crise visant à observer avec une attention renforcée les discussions, les échanges, les débats sur les plateformes, et qu'elles avaient pris l'initiative de bloquer de façon préventive tout contenu qui pouvait être considéré comme une incitation à la haine, une incitation à la violence. Et donc moi je me demande si, je ne sais pas si Pauline, Stéphania, vous avez une opinion là-dessus ou quelqu'un d'autre. Moi je crains que TikTok, pour d'une certaine manière se réhabiliter du point de vue de ses rapports avec l'État français, apporte des garanties qui iraient au-delà de ce qui est attendu de TikTok, voire qui iraient à l'encontre de l'esprit et de la lettre du Digital Services Act, qui insiste quand même sur la nécessité de mesures proportionnées et respectueuses des droits fondamentaux. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est vrai que c'est... Merci beaucoup pour le partage le rapport d'information du Sénat est en ligne. Merci beaucoup de l'avoir mis sur le chat. Oui, je suis tout à fait d'accord et effectivement, il y a un risque assez important. Enfin, on l'a déjà vu récemment avec la restriction maintenant des contenus politiques sur Instagram et Threads. Donc voilà, Meta va de l'avant suite au problème qu'il y a eu lié à la modération des contenus et les élections dans le passé. La mesure qui a été prise, c'est de dire on réduit les contenus de nature politique. Et encore une fois, qu'est-ce que c'est un contenu de nature politique? Il n'est pas défini. Il est modéré et restreint de base, donc c'est à l'utilisateur ensuite d'aller chercher dans les réglages pour autoriser l'insertion des contenus politiques, encore une fois, dans leur feed et dans les recommandations. Et donc, oui, c'est tout à fait possible qu'une mesure similaire de surmodération puisse être prise dans ce contexte-là. Mais encore une fois, il y a des énormes problèmes parce que la définition des catégories de contenu concernées est tellement vague que ça peut couvrir énormément de choses. Donc, qu'est-ce que c'est un contenu politique? Est-ce que c'est un contenu qui relève uniquement d'une page de nature politique déclarée ou est-ce que c'est juste les pages des candidats ou tout contenu qui touche à un sujet voilà, qui a un intérêt politique. Et donc, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être la santé, ça pourrait être la liberté d'expression ou autre. Donc, oui, c'est extrêmement problématique et ça pourrait effectivement entraîner des mesures de surmodération. Et on l'a vu aussi en Allemagne suite à la loi NDG et autres. Donc, oui, c'est un risque assez grave. Ça permet aussi en fait de déléguer aux plateformes la définition des contenus politiques, des contenus haineux, etc., etc. Et c'est extrêmement problématique par rapport à notre conceptualisation européenne de la liberté d'expression, dans laquelle l'État doit être le dernier ressort en fait de définition, enfin la personne compétente
pour définir ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Mm. Et en fait, mais le DSA va dans ce sens-là, c'est-à-dire que le DSA donne quand même une grande latitude aux plateformes pour la définition des contenus illégaux. Exactement. Oui, c'est exactement. Finalement, on se retrouve un peu dans cette continuité-là. Et les TikTok risquent de s'inscrire dans cette logique du DSA, peut-être pour surmodérer de façon anticipatrice. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question, mais je vois qu'il y a Marc Rez qui lève la main pour intervenir. Donc, je vous donne la parole. Si vous me permettez, on va déborder quelques minutes. Et désolé pour les personnes qui doivent nous quitter. Et merci beaucoup. Marc, vous avez la parole. Bonjour, merci Valère et merci à l'ensemble des participants. C'est absolument passionnant et très clair et hyper complet. Juste une petite remarque sur cette crainte d'une surmodération des plateformes. Moi, je suis assez dubitatif sur cette anticipation de l'histoire en cours, parce que tout s'accélère actuellement. Parce qu'on a quand même un précédent qui est relativement récent, c'est la tentative de la loi Avia, qui, je le rappelle, voulait obliger les plateformes à retirer en 24 heures des contenus dits manifestement illicites. Alors, on avait une liste longue comme ça de ces contenus manifestement illicites. Et heureusement, le Conseil constitutionnel a stoppé court à ce dispositif, puisque la loi telle qu'elle était envisagée par cette députée consistait à sanctionner pénalement très lourdement les plateformes qui ne retiraient pas des contenus manifestement illicites dans les 24 heures, mais elle ne prévoyait pas de sanctions en cas de surcensure. Résultat des courses, et le Conseil constitue a eu le nez, c'est qu'elles avaient tout intérêt finalement à supprimer à tour de bras même simplement des contenus illicites, voire des contenus tout à fait légitimes. Et si je parle de la loi Avia, c'est justement parce que l'ensemble des plateformes, via notamment la ZIC, qui est leur représentant, on va dire, l'ensemble des plateformes étaient opposées considérablement contre ce texte-là parce qu'ils avaient deviné le fait que ce mécanisme-là allait conduire à une surcensure, à des atteintes industrialisées à la liberté d'expression et d'opinion. Et relativement au point qui a été également soulevé sur le caractère fondamental de l'accès à Internet, aussi bien pour la liberté d'expression et de communication, mais aussi pour l'accès à tous les services publics, etc., etc. Il faut revenir peut-être aux Saintes Écritures. C'est le considérant 12 de la décision du 12 juin 2009, la fameuse décision Hadopi du Conseil constitue, qui justement avait rappelé que en l'état actuel des moyens de communication, de l'importance prise par les services en ligne, on ne pouvait pas absolument faire n'importe quoi, notamment confier à une commission dite administrative la possibilité de couper d'Internet un foyer complet au motif que celui-ci avait mal sécurisé son accès. Enfin, je vous laisse relire, je ne vais pas réécrire l'histoire. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse et surtout dédoubler mes remerciements. Voilà. Merci beaucoup, Marc. C'est vrai qu'on n'a pas cité la décision Hadopi, mais je pense que dans l'éventualité d'une décision du Conseil d'État sur le fond, on aura très certainement l'occasion de revenir là-dessus. Moi, c'est vrai que cette crainte-là du chilling effect, de la surmodération ou autre, je ne sais pas quoi en penser. Je ne suis pas dans l'esprit de TikTok, mais et certain que TikTok est en train de prendre des mesures en France, en Europe, à l'étranger pour s'assurer de la collaboration, de garder une certaine forme de soutien des pouvoirs en place. Et donc, ouais, c'est vrai que je suis assez curieux de voir, maintenant que TikTok a dénoncé l'absence de collaboration du gouvernement français avec l'entreprise, de voir de quelle manière l'entreprise va agir pour éviter que ce type de phénomène se reproduise ou tout simplement pour mettre un terme au blocage, dont je rappelle qu'il est toujours en cours. Alors, j'ai peut-être un dernier point qui me vient à l'esprit, mais très brièvement. Et Pauline, je pense à toi, mais je sens forcément que tu sois amenée à apporter une réponse là au débeauté. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et on a eu cette discussion lors d'un colloque à Paris 2, là, il y a quelques mois, c'est sur les enjeux de pluralisme des médias. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Si tu n'as pas eu le temps d'y réfléchir, je ne veux pas te traquenarder, mais j'ai trouvé intéressant que les requêtes des associations se place sur le terrain du pluralisme des médias. C'est d'autant plus intéressant que ce principe de pluralisme est en train d'être appliqué de plus en plus aux réseaux sociaux. On y voit des références dans la réglementation européenne qui est en cours de discussion, le Media Freedom Act, dans le guide de la Commission européenne là, sur le comportement des plateformes à l'approche de l'élection. Il est fait référence à la nécessité de ne pas prendre de mesures qui pourraient atteindre le principe de pluralisme sur les réseaux sociaux.
Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est peut-être une piste de réflexion pour l'avenir, mais peut-être qu'il y a une réflexion à mener sur l'impact que peut avoir ce type de mesure ciblant une plateforme en particulier, réputée attirer un public en particulier, sur le principe de pluralisme. Alors je sais que toi, tu t'intéresses surtout au pluralisme des médias traditionnels, mais je ne sais pas si c'est une chose à laquelle tu as pensé ou si ça t'évoque des idées comme ça, peut-être pour un mot de la fin. Oui, bah en fait, enfin, il y a deux types de pluralisme. Il y a le pluralisme interne et le pluralisme externe dans les médias traditionnels, mais je pense qu'on peut aussi l'appliquer d'une certaine façon aux réseaux sociaux. Alors peut-être juste rappelle la distinction pour les personnes Ah qui oui, sont pas, oui, qui sont pardon. pas familières. Ouais. Donc le pluralisme externe, c'est le fait d'assurer des différentes visions politiques grâce à la pluralité de personnes qui vont diffuser différentes visions, c'est-à-dire par exemple d'avoir Libération, Le Monde, Le Figaro. Ça, c'est du pluralisme externe, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une diversité d'acteurs qui vont chacun diffuser une vision à peu près cohérente pour assurer un ensemble de visions, un pluralisme de vision. Et le pluralisme interne, c'est de dire sur chaque chaîne, donc ça c'est ce qui s'applique à la télévision, sur chaque chaîne, vous devez diffuser plusieurs visions politiques différentes pour assurer que vos auditeurs aient accès à une diversité d'informations pour pouvoir former leur point de vue de manière pertinente. Et donc, si on veut l'appliquer aux plateformes, enfin, je pense que la fermeture d'un réseau social en particulier, ça peut atteindre le pluralisme externe, évidemment. En ce qui concerne le pluralisme interne, je pense que sur chaque plateforme, on a le pluralisme. Enfin, c'est compliqué en fait parce que sur chaque plateforme, on a énormément de discussions qui ont cours, qui évidemment ont différents points de vue. D'ailleurs, par exemple, quand on fait référence au Black Twitter aux États-Unis, une fois, je suis arrivée sur le Black Twitter et en fait, je n'avais pas conscience que le Black Twitter existait. Donc, c'était les personnes enfin, Afro-américaine. Black American, pardon, qui en fait se réunissent pour parler de choses enfin, d'intérêts qu'elles ont en commun ou de points de vue qu'elles ont en commun. Et donc, j'arrive sur ce Black Twitter et en fait, je n'avais pas conscience avant qu'existait un Black Twitter. Et donc, en fait, le problème que posent les plateformes, c'est qu'il y a beaucoup de tendances différentes qui coexistent sur ces plateformes, mais tous les utilisateurs n'y ont pas forcément accès. Donc, en fait, il y a un espèce de pluralisme, mais interne, mais en tant qu'utilisateur, on n'a pas forcément accès à ce pluralisme interne. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, tu n'as pas accès à des communautés, tu n'identifies pas forcément les communautés telles qu'elles existent en fait sur des réseaux On sociaux ne peut pas avoir centralisés. accès à différentes communautés. Souvent, en fait, c'est le filter bubble. On est coincé dans notre bulle et en fait, on a accès souvent à des contenus déjà à des contenus qui nous renvoient nos centres d'intérêt. C'est-à-dire que si, par exemple, j'aime faire des recettes de gâteaux, on va me renvoyer des recettes de gâteaux, mais on va pas me renvoyer des recettes je sais pas, salade de riz. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais également, évidemment, des points de vue politiques. C'est-à-dire que si je suis plutôt une personne d'extrême droite, je vais plus souvent avoir accès à des contenus d'extrême droite. Donc, en fait, le pluralisme interne est extrêmement difficile à mettre en œuvre sur les plateformes. Et donc, ouais, c'est difficile de l'appliquer tel quel aux réseaux sociaux, en tout cas sur le modèle centralisé, réseau social type X. La question ne se pose peut-être pas dans les mêmes termes, et donc ce sera intéressant peut-être d'analyser. C'est des recherches que je suis en train de mener, donc c'est encore difficile enfin, j'ai encore un peu de difficulté à l'expliquer. Non, mais c'est bien, mais comme ça tu gardes tes idées, et puis surtout on a noté que tu as une bulle de filtre gâteau, et donc tu n'oublieras pas tes amis en envoyant de temps en temps quelques colissimo. Bon, écoutez, merci beaucoup. On a dépassé de 10 minutes. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas vu le temps passer. Et merci à toutes les personnes qui sont restées connectées, hein. Je vois qu'il y a encore une quarantaine de personnes alors qu'on est sur l'heure du déjeuner. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce format de discussion un peu à chaud. Je trouve ça intéressant de pouvoir échanger plutôt que de simplement lancer quelques idées sur les réseaux sociaux. Et ça lance plein de perspectives de réflexion pour les jours et semaines à venir par rapport à ce dossier, qui est encore un dossier chaud. Donc, merci beaucoup aux 4 panélistes qui ont accepté vraiment
à la dernière minute de partager leurs réflexions à chaud. C'était un peu ça l'idée aussi, c'était voilà, de pas avoir forcément construit une réflexion, mais de réagir, de partager un peu nos perspectives. Donc merci à vous, y compris aux personnes qui ont dû nous quitter en cours de route. Merci aussi à toutes les personnes qui ont pris la parole hein, durant la discussion, ce qui a permis de la rendre beaucoup plus riche. Et puis voilà, peut-être qu'on va réfléchir à Brest là, à renouveler ce type de format lorsqu'on a des phénomènes ou des événements qui affectent particulièrement un réseau social ou les réseaux sociaux à cheval en plus sur plusieurs problématiques disciplinaires. Peut-être qu'on réfléchira à renouveler ce type de format, des discussions au débeauté. En tout cas, merci beaucoup. Le replay sera posté d'ici 2-3 jours sur YouTube si vous avez raté le début. Et puis voilà, je vous souhaite bon appétit, bonne journée. Merci beaucoup Stéphania, Pauline, Julien et puis Merci. tout le monde. À Merci. bientôt. Merci à vous. Bon week-end.